Buonasera a tutte e tutti. Finalmente, dopo più di 3 anni di incontri e discussioni tra i rappresentanti di Unima Italia, Tema Unima Francia e Unima Federazione Spagna, eccoci qui alla prima iniziativa che vede riuniti intorno a questo progetto comune soci e soci delle nostre 3 associazioni. Nel dire finalmente non intendiamo dire che questi 3 anni di incontri e discussioni sono stati inutili, anzi sono stati fondamentali perché ci hanno permesso di approfondire la conoscenza delle nostre 3 associazioni che, anche se simili, sono in realtà molto diverse tra loro. Sono stati fondamentali perché ci hanno fatto capire che solo costruendo sinergie transnazionali si possono cercare di risolvere alcune delle fragilità del nostro che affliggono il nostro settore. E infine sono stati fondamentali perché ci hanno convinto a collaborare insieme per la promozione e lo sviluppo del teatro di figura nei nostri paesi e in Europa. Ma diciamo finalmente perché con questi incontri iniziamo a sperimentare sinergie e pratiche che danno concretezza alle ragioni di questa importante collaborazione e che, ci auguriamo, nei prossimi anni potremo estendere a tante altre progettualità, rendendo i rapporti tra i nostri centri sempre più solidi e coesi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Clément Peredjatko et je suis l'un des conseillers internationaux de THEMA. Alors, enfin, parce que après plus de 3 ans de rencontres et de discussions entre les représentants de THEMA, de l'Unima Italie et de l'Unima Fédération Espagne, nous voici à la première initiative qui voit les membres de nos 3 associations réunis autour d'un projet commun. On dit enfin en disant enfin, nous ne voulons pas dire que ces 3 années de rencontres et de discussions ont été vaines. En effet, elles ont été fondamentales car elles ont permis d'approfondir les connaissances entre nos 3 associations qui, bien que similaires, sont très différentes les unes des autres. Elles ont été fondamentales car elles nous ont fait comprendre que c'est seulement en construisant des synergies transnationales que nous pouvons tenter de résoudre certaines des fragilités qui affligent notre secteur. Et enfin, ces rencontres ont été fondamentales parce qu'elles nous ont convaincus de collaborer ensemble pour la promotion et le développement du théâtre de marionnettes dans nos pays et en Europe. Mais nous disons enfin, car avec cette rencontre, nous commençons à expérimenter des synergies et des pratiques qui donnent du concret aux raisons de cette importante collaboration et que nous l'espérons, dans les années à venir, nous pourrons étendre à de nouveaux projets tout en solidifiant les relations entre nos centres. Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Carles Cañellas y soy consejero internacional y representante de Unima Federación España. Finalmente, después de más de 3 años de reuniones y debates entre representantes de Unima Federación España, Unima Italia y Tema Unima Francia, aquí estamos, en la primera iniciativa que ve a miembros de nuestras 3 asociaciones reunidos en torno a un proyecto común. Al decir finalmente, no queremos decir que estos 3 años de reuniones y debates hayan sido en vanos. De hecho, han sido fundamentales, porque nos permitieron profundizar en el conocimiento entre nuestras asociaciones que, aunque similares, son muy diferentes entre sí. Han sido fundamentales porque nos hicieron comprender que solo construyendo sinergias transnacionales podemos intentar resolver algunas de las fragilidades que aquejan a nuestro sector. Y finalmente, han sido fundamentales porque nos convencieron en colaborar, trabajando juntos en la promoción y desarrollo del teatro de títeres en nuestros países y en Europa. Pero decimos finalmente porque con este encuentro empezamos a experimentar sinergias y prácticas que dan concreción a las razones de esta importante colaboración y que esperamos en los próximos años podamos extender a muchos otros proyectos, haciendo las relaciones entre nuestros centros cada vez más sólidas y cohesionadas. Buonasera a tutti e a tutti. Io mi chiamo Alessandra Micarelli e sono consigliera
nazionale e internazionale di Unima Italia. Grazie a tutte e a tutti per la partecipazione e un sentito ringraziamento va a Noémie Geron per essere con noi oggi e per aver accettato il nostro invito a condividere le sue preziose conoscenze. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Alessandra Micarelli et je suis conseillère nationale et internationale de l'Unima Italie. Merci à toutes et à tous pour votre participation et un grand merci à Noémie Géron d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation à partager ces précieuses connaissances. Buenas tardes a todas y todos. Me llamo Alessandra Micarelli y soy consejera nacional y internacional de Unima Italia. Gracias a todos por su participación. Un sincero agradecimiento a Noémie Geron por estar con nosotros hoy y por haber aceptado nuestra invitación para compartir sus valiosos conocimientos. Dopo gli studi all'Edité 91, École départementale de théâtre du Val-de-Marne e dell'Università Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Noémie si forma come marionettista al Teatro Manu. Inizia a lavorare nel 2009 come assistente alla regia e accessorista, per poi diventare responsabile delle formazioni al Teatro Manu. Viene introdotta alla costruzione delle marionette da Émilie Valentin e Greta Brugman e al Teatro delle Ombre durante la creazione di Chaos Debout, diretto da Jean-Pierre Lescaut. Nel 2018 consegue il CAP, ossia il certificato di abilitazione professionale di accessorista realizzatore. Nel 2012 è cofondatrice del collettivo NAPEN, all'interno del quale sperimenta e produce la maggior parte delle sue creazioni, tra cui la realizzazione di un film documentario Les marionnettes naissent aussi. A partire dal 2015 realizza scenografie e marionette e lavora come costruttrice per il CDN Les Fracas, le Théâtre du Passage, la compagnie Comme Si, la Magouille, le Puppet Sporting Club e la compagnie Caravelle Project. Viene regolarmente chiamata come sguardo esterno, trasmette la costruzione e la manipolazione delle marionette a vari pubblici, al Teatro Manu, all'EDT 91, all'Hippocagno del Lycée Joliot-Curie de Nanterre e all'IRTS di Digione. Dal 2020 al 2024 conduce ricerche sulla costruzione e sui materiali destinati ai marionettisti all'interno della Chaire ICIMA. In questo contesto realizza interviste a artisti, costruttori e costruttrici che sono disponibili sul portail des Arts de la Marionnette, conduce uno studio sugli atelier e partecipa allo sviluppo di un processo di ecoprogettazione per gli atelier delle SNAM. A partire dal 2024 collabora con la compagnia Troeol su progetti di educazione artistica a lungo termine e partecipa alla vita della compagnia. Lascio ora la parola a Noémie Geron. Oui. Merci beaucoup Alessandra et Carles pour la traduction. Donc bonjour, je partage mon écran pour commencer. Je suis Noémie Géron, j'ai rejoint le groupe regroupant les constructeurs et constructrices de théma en tant que constructrice en 2017. Et j'ai travaillé sur le chantier cycle de vie des matériaux du spectacle vivant de la chaire ICIMA, Innovation, Cirque et Marionnettes, dont je vous expliciterai l'objet tout à l'heure, de 2020 à 2023. J'ai réalisé un film, Les marionnettes naissent aussi, sur 3 constructrices de marionnettes, Greta Brugman, Émilie Valentin et Maryse Lebris. Et si je ne me considère pas comme documentariste, j'ai une certaine appétence pour le recueil de paroles et les œuvres documentaires. Je vais tenter de vous présenter les travaux menés en France sur la construction et les différents groupes de personnes qui y ont participé. Il y a encore beaucoup à faire et d'autant plus que la chaire ICIMA n'existe plus. C'est très important de voir les 3 UNIMA se réunir pour poursuivre ces investigations. J'ai préparé cette intervention en m'appuyant sur un article paru
dans Manip numéro 77. C'est la revue éditée par Théma qui rassemble autant des articles de fond que l'actualité des arts de la marionnette, et rédigée avec mon ancien collègue Stéphane Rioux, ingénieur de recherche en linguistique, et sur différents documents produits par Théma. En 2024, le groupe constructeur et constructrice de Théma est créé à l'initiative de Fleur Lemercier et Enat Landé, toutes deux constructrices membres de Théma. À l'époque, le diplôme délivré par l'ESNAM, l'École supérieure nationale des arts de la marionnette, à Charleville-Mézières, change de nature et la construction n'est plus nécessaire pour l'obtenir. Je crois qu'elle est revenue maintenant, mais j'ai trop peu d'éléments pour en parler. En tout cas, cela questionne le statut des constructeurs et constructrices et la définition du métier. Je vous partage le compte-rendu de la première réunion. On peut y lire que la volonté est déjà présente de se tourner vers les autres UNIMA. Le groupe s'attelle alors à la rédaction d'une fiche métier et lance pour cela un questionnaire dont je vous partage également la synthèse. Bien sûr, cette étude date un peu, mais elle est probablement toujours intéressante. Je fais un petit saut dans le temps pour arriver en 2017 et le démarrage d'un chantier sur l'éco-construction par la chaire ICIMA, en partenariat avec l'APESA, qui est un centre technologique au statut associatif au service des transitions écologiques. La chaire ICIMA est coportée par l'Institut international de la marionnette et le Centre national des arts du cirque. Et son ambition était de réunir des artistes, des chercheurs, des ingénieurs de différents domaines autour de thématiques communes au cirque et à la marionnette. La matérialité des œuvres, des spectacles, en a fait partie et la question de l'écologie, en tant que sujet sociétal majeur, a été le premier angle d'attaque. Raphaël Fleury, alors responsable du pôle recherche de l'Institut et aujourd'hui chercheuse indépendante, qui a cofondé la chaire, et Julie Postel, première secrétaire scientifique de la chaire, ont fait appel à l'APESA pour réaliser un diagnostic sur l'éco-construction des marionnettes. Un des retours principaux a été surtout révélateur des conditions de travail des constructeurs et constructrices. Autant l'impact écologique de la construction de marionnettes est relativement minime, il serait d'ailleurs intéressant d'observer quelles pratiques bénéfiques les constructeurs et constructrices peuvent partager. Autant les matériaux utilisés peuvent être réellement néfastes pour leur santé. Une autre étude a donc été sollicitée au docteur Marie-Christine Tran, médecin du travail pour les intermittents du spectacle. Cette étude nous montre la multiplicité des savoir-faire, des pratiques et des difficultés rencontrées par les constructeurs et constructrices pour protéger leur santé. Dans le même temps, une expérience a été proposée à deux constructrices, Pascale Blaison et Karine Gualdaroni. Selon un processus de construction élaboré par Pascale, il leur a été demandé de réaliser 4 marionnettes en remplaçant les matériaux qu'elles utilisent habituellement par des matériaux biosourcés. Le choix de ces matériaux a été complexe. Est-il plus écologique d'utiliser de la mousse de récupération ou d'importer du coton bio? Quelle colle utiliser avec des matériaux qu'on connaît peu? Mais ce qui a été le plus difficile à appréhender, c'est le temps de construction qui a été beaucoup plus long que prévu, car elles ont dû inventer des techniques nouvelles pour la mise en forme et l'assemblage. Il ne suffit pas de remplacer un matériau par un autre, mais c'est tout un processus qui est à repenser. Pour aller plus loin, je vous partage un article rédigé par les chercheurs de l'APESA en anglais. Le rendu de ces études, notamment celles du Dr Tran, sont accessibles sur le portail des arts de la marionnette, mais celui-ci est en maintenance jusqu'à demain. Nous pourrons vous partager les liens vers toutes ces ressources a posteriori. Les constructeurs et constructrices de Théma ont été sollicités et je vous propose d'écouter Enat Landé à propos de la colle néoprène. Si un jour un chercheur nous demande qu'est-ce que vous voulez remplacer, je vous trouve ça comme ça, hop, néoprène, vous me trouvez autre chose, je veux bien, je prends. C'est toxique. Et alors le problème,
Si, C'est si, que c'est bon, pardon. effectivement, si on a une journée, par exemple, où on enveloppe la marionnette et qu'on sait on va passer une journée avec la néoprène, on met un masque avec des filtres. Alors vous savez, on bosse comme ça. Et les filtres cachent ce qu'on... Donc comme ils cachent, soit on est là, soit on est là, on finit la journée avec un torticolis. On a du mal à respirer quand même parce que toute la journée, on a ici des sillons et on a la tête qui explose. Alors pas à cause des vapeurs, mais à cause de cet objet, la protection est assez dure à supporter en longueur. Et le truc, c'est que très souvent, on colle des petits trucs dans la journée. Donc tac, on ouvre, on colle un petit truc, et puis donc c'est un peu... on toxique tout le temps un petit peu en petites gouttes. Soit on s'abîme la nuque et les yeux. Alors quand on a des lunettes, il y a le truc qui est là. Et en plus, les lunettes, alors ça fait de la buée sur les lunettes et du coup, on ne voit pas ce qu'on fait. Donc, c'est très compliqué ça. Se protéger et c'est vraiment toxique. Donc, on le sent, c'est très volatile les vapeurs de néoprène. Donc, voilà. Bon, on est tellement habitué qu'on aime bien se shooter à la néoprène, mais à des moments où c'est plus possible. On rentre avec un mal de crâne, c'est pas cool. Mais malheureusement, ça c'est aussi un truc que je trouve assez scandaleux, c'est que les filtres coûtent très cher et qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est que pour 72 heures et c'est très difficile à savoir où t'en es quand tu les fermes dans un sac plastique. Il suffit qu'il y ait un tout petit trou dans le sac plastique et encore c'est pas aussi efficace. Et donc à chaque fois aller s'acheter des filtres à 30 euros quand on a un tout petit budget, c'est pas simple. Donc c'est un peu dommage que des produits aussi toxiques, on ne nous soulage pas dans les matériaux, dans les moyens de protection. En fait, le groupe de Théma a constamment été sollicité. Il a été sollicité pour mobiliser les constructeurs et constructrices pour répondre aux enquêtes et aux interviews, mais aussi pour son expertise sur le secteur et pour partager les questions qui pouvaient se poser lors des différentes réunions et événements organisés par le groupe. Jusqu'en 2021 et 2022, de nombreuses occasions ont été saisies pour interroger le métier, ses enjeux techniques et artistiques, ses besoins. Le besoin de partage de connaissances a été particulièrement mis en avant, besoin qui rejoint les enjeux de la formation. Théma a organisé de nombreux événements et rencontres. Je ne vais pas tous les présenter, vous pouvez trouver l'historique sur le site de Théma. Pour résumer, je dirais qu'il y a eu 3 types d'événements. Des rencontres entre constructeurs et constructrices pendant des événements tels que des festivals, la production de médias qui présentent le métier, une exposition, des podcasts, des interventions pour toucher l'ensemble de la profession, notamment pendant l'Assemblée générale de l'association. Il y a eu aussi une formation très courte sur les conditions d'exercice du métier, car il y avait notamment de nombreuses questions sur l'élaboration d'un devis et les conditions d'embauche. Ce sont des questions toujours d'actualité. Tout ce qui a été produit par Théma a été utilisé par ICIMA pour les différents chantiers sur la construction et sur les matériaux. Quand je suis arrivée à la chaire ICIMA, différents axes de travail se sont dessinés. La poursuite du travail de la PESA et du docteur Tran en allant étudier les ateliers. La construction des marionnettes ne peut pas être pensée sans une réflexion générale autour de la création du spectacle. Il est nécessaire de la situer dans un ensemble de processus. L'étude sur les matériaux de construction, il y avait le projet d'une matériothèque à l'époque, mais ce projet n'a pas pu aboutir. Et c'est un chantier qui recoupe celui de la patrimonialisation. Nous aurions besoin que des historiens de l'art se penchent sur la question des marionnettes. Il serait intéressant d'établir une histoire des matériaux pour la construction et d'étudier comment les dimensions techniques et symboliques s'imbriquent. Le partage et la documentation des savoir-faire et la multiplicité des techniques élaborées pour la construction des marionnettes.
Afin de mieux concevoir les spécificités de la construction de marionnettes et les besoins des constructeurs en matière de documentation et d'information sur les matériaux et les techniques sollicitées, une trame d'entretien de 30 minutes environ a été élaborée, nécessitant une connaissance préalable des œuvres, bien sûr, mais aussi une mise en perspective des domaines de compétences de chacun et chacune des artistes sollicités. Dans la mesure du possible, ces entretiens ont été réalisés en binôme avec Stéphane Rioux, conjuguant ainsi mes connaissances en construction avec les connaissances méthodologiques et linguistiques de Stéphane. Ce dispositif a permis de ne pas opposer connaissances scientifiques et pratiques et de pointer les singularités des personnes interviewées comme les points de rapprochement qui pouvaient s'opérer. Il est à noter qu'un petit groupe de constructeurs, notamment composé des Natlandais, Fleur Lemercier et Arnaud Louskipan, a été régulièrement sollicité sur des points précis et sur les rendus à produire. Le montage des entretiens par thématique a été réalisé a posteriori. Les thématiques se sont révélées en fonction de ce qui ressortait de manière évidente et de la façon dont les paroles pouvaient se faire écho entre elles. Ces montages permettent un dialogue virtuel entre des constructeurs et constructrices qui se croisent peu. Ils permettent également de faire entendre ces paroles en tant que telles, pas seulement en tant que source de recherche, et de les rendre plus accessibles. Cette démarche de description des processus de construction n'est pas sans poser certains problèmes, avec un vocabulaire qui est soit très spécifique, issu entre autres de la terminologie de l'ébénisterie ou de la sculpture, soit absent. Il est indispensable d'utiliser des images. Parfois, la vidéo doit jouer un rôle. Mais c'est aussi, très souvent, les plans et les croquis qui permettent de mieux comprendre comment une articulation ou une accroche est faite. Il est de toute façon nécessaire de questionner systématiquement ces étapes intermédiaires et de recouper les informations entre elles. Je vous propose d'écouter Ombline Debinck qui nous parle de son orientation vers des matériaux plus écologiques, ce qui est revenu dans plusieurs entretiens alors même que nous ne posions pas la question dans ce sens. Ces entretiens sont en ligne sur le PAM. Les francophones pourront les écouter dans leur ensemble. Quand on voit tous les possibles avec la résine, les matériaux composites, il y a une espèce de Ombline Debinck. de joie à explorer tout ça. Et puis, quand on aime mouler les choses, on se dit, ah bah tiens, je vais faire un moule comme ci, un moule comme ça, je vais faire du silicone, je vais faire du machin, du bidule. Et il y a un vrai plaisir à maîtriser tout ça, c'est sûr. Il y a une joie de chimiste, on va dire. Et puis d'accumuler les compétences et la connaissance des matériaux, c'est une vraie joie. Mais il y a une conscience peut-être qui fait que il y a deux choses. Il y a la conscience écologique et de santé. Et puis il y a aussi le fait que tu peux réussir à avoir les mêmes effets avec très peu de choses. C'est-à-dire que la dureté de la résine, je peux l'avoir avec du papier et de la farine. En plus, c'est moins cassant avec le papier parce que c'est fibreux. Donc j'ai une résistance souvent. Alors après, moi j'ai un côté MacGyver qui me plaît bien, qui est aussi une certaine joie, c'est-à-dire qui crée une certaine joie, c'est-à-dire de vraiment avec rien créer tout, on va dire. Et puis je me suis retrouvée aussi dans des situations où il me manquait un matériau et j'avais pas le temps d'aller l'acheter et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait faire l'affaire et puis de trouver la solution avec les rebuts que j'ai dans mon atelier, c'est une satisfaction qui est quand même assez géniale et ça c'est infini quoi. Ça c'est vraiment hyper agréable. Et donc du coup je trouve que l'idée de chercher autour de soi ce qui pourrait convenir, c'est une curiosité qui se met en place et du coup je trouve que c'est une autre vision de la vie et je trouve ça agréable de le mettre dans son métier. Et du coup, en fait, cette prise de conscience-là, ça a été aussi un nouvel élan créatif? Complètement. Okay. Complètement parce que tout devenait matière à travailler, tout devenait recherche personnelle. Donc,
voilà, ça permettait d'être toujours en recherche, comment dire, en exploration, en... et puis la surprise que ça provoque, c'est très joyeux, quoi. Ça veut dire que c'est toujours en devenir. Voilà, c'est ce que j'aime. Vous pouvez voir ici la carte des ateliers visités pour l'étude réalisée dans la continuité des travaux de l'APESA. Cela s'est passé pendant la crise sanitaire et à un moment où l'Institut traversait une période de crise importante. Cette étude est donc surtout un état des lieux, une récolte d'informations qui mériterait d'être analysée plus finement. Mais sans être spécialiste, on peut quand même constater que l'atelier soulève de nombreux problèmes, et en particulier dans les lieux les plus institutionnalisés comme les centres nationaux récemment créés. Le partage des ateliers entre différentes équipes nécessite un entretien rigoureux. L'importance des espaces de stockage est sous-estimée. Les aménagements élémentaires, tels que les sources de lumière naturelle ou les aérations, ne sont pas toujours là. Ici, il s'agit de vues de ces ateliers mis en place par des artistes, des compagnies, et qui en sont le reflet. Il apparaît clairement que l'atelier reste l'espace de transmission des savoir-faire et qu'il est un espace d'échange et de solidarité essentiel. Ils sont attenants à des espaces de répétition. Certains d'entre eux permettent des ajustements, mais pas des temps de création réels par manque d'aménagement. Les visites ont donné lieu à des entretiens avec les directeurs et directrices, mais pour mieux en approcher les usages, il serait pertinent d'interviewer également les personnes accueillies en résidence et les régisseurs et régisseuses de ces lieux ou compagnies, car ils ont souvent la charge de l'entretien de cet espace. L'étude vous est partagée et je vous propose d'écouter Émilie Valentin, marionnettiste, qui parle de l'entretien et des espaces de stockage. Un atelier de marionnettiste accumule forcément des stocks, il y a forcément des bouts de bois, il y a forcément des bouts de métal au bout d'un moment, et il faut les garder. On se dit, tiens, on jette, allez, on débarrasse. Émilie Valentin, directrice artistique du Met. C'est vrai qu'il y a des choses qui, au bout d'un moment, les choses qui sont salies, encombrées, détériorées, il faut les jeter. Mais, ou les choses qui ont servi à des essais inopérants, il faut avoir le courage de les jeter. Mais le moindre petit bout de bois, à un moment donné, pour tel marionnettiste qui arrive, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Donc, c'est vrai qu'il faut une possibilité de rangement et de stockage très important. Et il faut garder ça. Et pour les compagnies en résidence, c'est un trésor d'un seul coup de trouver... ils sont pressés. D'un seul coup, ils ont besoin de faire une petite mécanique ou de faire quelque chose. Ils trouvent un morceau de PVC qui a déjà été aplati, plutôt que eux prendre le tube, le scier, le passer au thermoformeur, etc. Le moindre truc qu'on peut récupérer. Alors, c'est pour ça que s'accumulent les petites boîtes avec plus ou moins des regroupements, mais il faut que les regroupements soient intelligents. C'est ça le problème. Il faut que les regroupements, il faut avoir le goût du classement. Alors, le goût du classement, c'est une chose qui, à mon génération, s'opérait depuis l'école maternelle. Vous savez, c'est classer les enfants, les cubes de couleurs, les Legos d'une certaine façon, etc. C'est vrai qu'il y a un goût du rangement, que ce soit pour les boutons, mais normalement, le rangement, ça pourrait être des moments ludiques. Et ça peut être des moments de partage assez sympas. Alors, on peut beaucoup s'énerver entre soi parce qu'on n'a pas le même goût du rangement aussi. Enfin, ça peut être des sources de conflit, le rangement. Voilà. Mais c'est très important et effectivement, il faut multiplier les endroits d'accroche, les clous contre le mur, les choses comme ça, pour qu'on ait le plus possible de choses à portée de vue. Et en fait, il faut bien des boîtes, c'est vrai, pour reclasser des essais, des outils qui ne servent pas tout le temps, ou je ne sais pas moi, comment faire un filetage, les petites vrilles, je ne sais pas si ça s'appelle vrilles, ça doit avoir un nom particulier, pour fileter les mèches, et choses comme ça. Mais normalement, se trouver quitte d'un rangement parce qu'on a mis les choses dans un carton, mais les choses rangées dans un carton sans étiquette, c'est infernal. Il faut rouvrir le carton. Et là, j'ai eu cette leçon en Russie de modestie dans les rangements, par exemple dans le tissu.
Comme certains théâtres n'ont pas toujours les moyens d'avoir des boîtes en plastique, n'avaient pas de moyens de rangement, ben, ma foi, les tissus étaient rangés dans des grands sacs en plastique transparents, comme des poubelles, mais un peu transparents, et on voyait à travers. Donc, d'un seul coup, quand on cherchait des tissus, on sortait ces grands sacs en plastique et on voyait si on avait les couleurs de tissu qu'on cherchait. Pour la chaire ICIMA, le point d'accroche de départ a été celui des matériaux, avec notamment l'enjeu écologique qui les accompagne parfois. Ces premières recherches ont permis de mettre en lumière un certain nombre d'éléments, même si cette entrée par matériaux ou par outils a vite montré ses limites. Les constructeurs et constructrices réfléchissent à ce dont ils ont besoin, mais ils ne partent pas de là, sauf quand il s'agit de manipulation de matière, bien sûr. En revanche, il y a une très forte écoute du matériau dans le processus de construction. L'observation des temps de formation est propice pour les chercheurs, car c'est là où se synthétisent les savoir-faire, ne serait-ce que pour pouvoir être transmis. C'est aussi le moment de questionner le type de matériau principalement mis en œuvre et la manière de l'utiliser. C'est principalement dans ce cadre que peuvent avoir lieu les récoltes de savoir-faire. Cadre qui se révèle à la fois peu intrusif pour l'observation et le moment pendant lequel ces savoir-faire sont temporairement figés pour pouvoir justement être transmis. L'observation in situ des constructrices et constructeurs est nécessaire pour comprendre leur travail et implique de se rendre dans les ateliers qu'ils ont conçus afin de pouvoir remettre en situation l'élaboration et l'utilisation des techniques utilisées. Nous avons également commencé une récolte de savoir-faire dans le but de créer de la documentation à partir de dessins, croquis, vidéos. Il est possible d'étudier les plans et les croquis préparatoires qui indiquent un certain nombre d'éléments sur les méthodes de construction, mais qui restent très partiels. D'autant plus que, comme pour n'importe quelle création, la construction des marionnettes laisse une grande place à l'erreur créative, l'accident de répétition. Je crois beaucoup au coup de ciseaux qui dérape, indique Pierre Gosselin dans une interview lors des journées d'Orbis Pictus en 2018. Dans le podcast Articulation, Natacha Belova raconte pourquoi la tête de la marionnette de Tchaïka est restée chauve, suite à une improvisation pendant laquelle la perruque de la marionnette est tombée. Lors de la construction des marionnettes d'Everest, un élève s'est trompé en reportant une mesure du plan pour la taille du bassin d'une marionnette, et Daniel Calvo-Funes ne s'en est pas rendu compte immédiatement. Finalement, l'erreur n'a pas été réparée car elle a amené une démarche caractéristique à la marionnette, celle d'un petit enfant, très convaincante. Les plans sont donc souvent dépassés par la construction. Dans la création de marionnettes, la dimension technique ne peut pas être déconnectée de la dimension artistique. Il est donc nécessaire aux chercheurs, pour documenter au mieux les processus de création, de montrer le chemin parcouru entre une idée et sa réalisation sur scène. C'est dans le dialogue avec les constructeurs et constructrices, et en particulier avec Arnaud Louskipan et Fleur Lemercier, qu'un protocole de récolte de savoir-faire a pu se mettre en place. Il implique de rappeler l'unicité de chaque marionnette et il propose de lire chaque technique mise en œuvre comme celle développée par le constructeur à un moment précis d'un projet particulier. C'est seulement ensuite que des parallèles peuvent être inférés, que le partage d'une technique entre différentes personnes peut être observé, et comment les points d'attention sur telle ou telle caractéristique se recoupent d'un projet à l'autre. L'intérêt des guides réalisés réside donc dans ces deux points. Il s'agit de création spécifique d'un auteur, et contrairement à un tutoriel vidéo, il est possible de circuler dans les étapes à son rythme et d'imprimer les éléments qui pourraient être pertinents à utiliser en atelier. L'usage de livres, d'Internet, la pratique de l'observation sont peu mentionnés par les constructeurs et constructrices. Quand c'est abordé, c'est plutôt pour dire que la grande joie du métier est d'inventer, au point que cela paraisse étonnant d'aller chercher la solution technique pour un besoin.
Par contre, la transmission entre collègues est très opérante. Plusieurs constructeurs indiquent en appeler d'autres pour résoudre des questions techniques en suspens. À titre d'exemple, je vous partage 2 guides sur des marionnettes réalisées par les élèves de l'ESNAM sous la direction d'Enat Landé et Arnaud Louskipan. Pour la même commande de Gabriel Herman-Priquet, ils ont proposé 2 techniques complètement différentes. Une vidéo est associée au livret. L'élastique, il fait ça, quelque part, on sait pas ce qui se passe là. Les fesses, par exemple, il faut faire une butée, déjà pour qu'ils puissent s'asseoir, que l'élastique puisse passer devant, plier. Donc on peut faire une butée. En plan, vu ça du c'est dessus. derrière. Ça c'est derrière. Genre le nombril il est là. Ouais. Ok. Et vu du dessus, si on a un trou, ça c'est le centre de la boule là. Ouais. Là c'est une jambe ouverte avec un mollet, une jambe ouverte, blablabla. On peut se dire que cette forme là, donc je crois que c'est ce que tu as dit, on peut la faire comme ça, hein. Peut-être ça marche, il n'y a pas de butée autour. On pourrait faire ça, je sais pas, pour éviter une ouverture de hanche trop grande. On pourrait même faire, je sais pas, ça si on veut. Je sais pas si c'est un intérêt. Alors ça empêcherait de... Les modes de transmission des savoir-faire restent à étudier. Les marionnettistes interviewés commencent presque tous avec des pratiques de jeu et d'art plastique plus ou moins affirmées et concomitantes. Les parcours professionnels s'élaborent progressivement en faisant le choix de l'atelier parce qu'un certain talent est reconnu par les partenaires de travail. Les constructrices et constructeurs qui n'ont pas de pratique du jeu dans leur formation initiale ont éprouvé le besoin de s'initier lors de stages ou de manière plus informelle avec leurs équipes de travail. L'expérience est le mode d'apprentissage partagé par tous, la formation initiale n'étant que peu reconnue comme prépondérante dans l'apprentissage des savoir-faire. De ce fait, les moments d'apprentissage peinent à être identifiés et nommés. Il y a certainement une part de hasard des rencontres qui resterait à étudier, comme si on pouvait être jeté dans la profession. L'idée sous-jacente qu'on sait de toute façon indiquerait une forme de connaissance préalable à la pratique. À ce sujet, des expressions telles que ça m'est tombé dessus, c'est logique, ou je le fais parce que j'en suis capable reviennent régulièrement. C'est la rencontre et la pratique sur le terrain qui amènent le plus souvent à devenir constructeur ou constructrice. Il y a également une grande part de transmission familiale plus ou moins affirmée, soit par une référence très claire à l'observation des activités des parents, soit par la mention plus floue de temps passé avec un parent ayant des activités d'atelier amateurs ou professionnelles. La formation professionnelle n'est sollicitée qu'après avoir développé des méthodes de travail personnel. À partir de là, on pourrait très certainement mettre en lumière un vocabulaire et des techniques, des procédés de construction qui se sont transmis par école. En France, celle de Philippe Gentil, d'Alain Duverne, d'Émilie Valentin et sans doute d'autres encore. C'est-à-dire par maître, ce sont des compagnies, même si elles œuvrent pour la télévision comme celle d'Alain Duverne, qui mettent au point des procédés et qui les transmettent en embauchant et parfois en proposant des stages professionnels sur des formules plutôt courtes, de moins d'un mois. Les procédés de fabrication qui peuvent découler de ces stages professionnels proposés par des artistes restent soumis à la personnalité et aux créations de celles et ceux qui se les approprient, les réutilisent et les transmettent à leur tour. Aussi, tout en dégageant ces procédés de fabrication et en mettant en avant les points communs entre les constructeurs et constructrices de tel ou tel type de marionnette, il est nécessaire de garder en tête la part irréductible de créativité. L'étude conjointe de ces différentes sources, entretien, récolte de savoir-faire et études sur les ateliers, permet progressivement de tracer les contours des pratiques de construction de marionnettes contemporaines. Ces enquêtes de terrain tendent vers une reconnaissance artistique globale, à contrario de la reconnaissance individuelle qui concernerait un artiste ou l'autre dans sa pratique singulière. Merci à tous pour votre attention. Merci, un grand merci à Alessandra et Carles pour la traduction. Merci beaucoup. Là, c'est le moment des questions. Ahora es el momento de las preguntas. È il momento di fare le domande.
l'idée, c'est de partager les questions dans le chat. Podéis compartir vuestras preguntas en el chat. L'idea è di condividere le domande nella chat. C'è una prima domanda che sono tante domande. Je ne sais pas si Noémie la voit. Oui, je Le vois. domande sono perché la materioteca non è andata avanti, insomma, non si è realizzata. Porque la Dove si medioteca può trovare? Sì, no ha funcionado, no continúa. perché dove si può trovare il podcast Articulation? ¿Dónde se puede encontrar el podcast Articulación? Le guide sono disponibili a tutti Las guías están disponibles para todo el mundo e perché la Cher ISIMA non esiste più. y porque la cátedra ISIMA ya no existe. Je propose de répondre d'abord aux questions faciles. Propongo di rispondere prima alle domande semplici. Euh, Voy a responder primero las preguntas sencillas. le podcast Articulation est lié à la parution de certains numéros de Manip. Donc, on peut le trouver sur le site de Théma, dans la rubrique Manip. Je crois qu'il y a 3 ou 4 épisodes. Donc, il podcast Articulation è legato ad alcuni dei numeri di Manip che sono pubblicati su Tema. Probabilmente sono 4 o 5 numeri dedicati che si trovano sul sito di Tema. El podcast Articulación está relacionado con algunos números de Manip, 3 o 4 números de Manip, y se pueden encontrar en la web de Tema, en la sección de Manip, de la revista Manip. Les guides sont disponibles et accessibles à tous, mais ils sont sur le portail des arts de la marionnette qui est actuellement en maintenance, mais normalement à partir... Allora, le guide sono disponibili e accessibili a tutti, ma si trovano sul PAM, cioè il Portail des Arts de la Marionnette, ma in questo momento questo sito è in manutenzione, ma probabilmente da domani stesso verrà riaperto il sito. Sí, las guías están disponibles y accesibles a todo el mundo en el PAM, en el portal de las artes de la marioneta, que en este momento está cerrado, está en construcción o en mantenimiento y que probablemente mañana mismo se vuelva a abrir. Pour la chaire ISIMA et la matériothèque, les deux questions sont reliées, puisque la matériothèque était un projet de la chaire ISIMA. Donc la matériothèque ne peut pas aboutir si la chaire ISIMA n'existe plus. Déjà, je vous laisse traduire ça peut-être. Allora, per l'ISIMA e la Materiotech sono due progetti che erano legati insieme, ma la Materiotech non potrà mai completarsi poiché l'ISIMA non esiste più. Sí, la cátedra ICIMA y la Materioteca son dos proyectos que están íntimamente unidos. La Materioteca no puede existir sin la cátedra ICIMA. Et la chaire ISIMA était donc coportée par le Centre national des arts du cirque et l'Institut international de la marionnette. Et ces deux structures ont complètement revu leur projet. L'Institut international de la marionnette fait maintenant partie du pôle international de la marionnette à Charleville. Donc, le projet de recherche a été complètement revu. Et pour le Centre national des arts du cirque, c'est pareil, ils ont complètement revu le projet d'établissement. Et enfin, voilà, du coup, la chaire n'a pas fait partie des renouvellements de projet. Allora, la cattedra ISIMA è legata a due istituzioni fondamentali, al Centro Nazionale del Circo e all'Istituto della Marionetta di Charleville, ma sono due strutture che in questo periodo hanno
rivisto completamente il loro progetto istituzionale. L'Istituto internazionale della marionetta è stato inglobato nel pôle della marionnette e anche il Centro Nazionale del Circo ha rivisto completamente la sua struttura dal punto di vista proprio amministrativo e organizzativo e economico. La cátedra, la cátedra ICIMA es una cátedra que está íntimamente unida al Centro Nacional del Circo, o sea, son dos unidades, el Centro Nacional del Circo y el Instituto Nacional de la Marioneta. Ambos están íntimamente unidas y en este momento, bueno, ha habido una total reestructuración en el Instituto Internacional de la Marioneta, que ha entrado a formar parte del pôle de la marioneta de Charleville-Mézières. Entonces, esto ha hecho que toda la estructura de lo que se refiere a lo que era la cátedra y sin más se haya revisto, se haya revisado y por eso en este momento está en stand-by. Y lo mismo ha ocurrido con con el Centro Nacional del Circo. Por lo tanto, está todo un poco en stand-by y no sé si se va a retomar o está. Se posso io fare una domanda non direttamente a Noémie, ma à qui a organisé l'incontro. Si je peux faire moi poser une question, pas à Noémie, mais à qui a organisé le rencontre, de dire mais comment on va continuer. Je parle en italien, en français, et comment on va continuer cet parcours qu'on a initié aujourd'hui, on a commencé aujourd'hui, e come andiamo a cominciare, a continuare questo lavoro che abbiamo, questo percorso che abbiamo incominciato oggi. Fabrizio Montecchi pregunta a los organizadores de este encuentro cómo va a continuar este proceso, cómo vamos a seguir este trabajo. Ma direi innanzitutto di ricordare chi sono gli organizzatori. Siamo Unima Italia, siamo Unima Tema, Unima Francia e la Unima Federación España. Quindi siamo noi, siamo noi che dobbiamo rispondere a questa domanda. Noi sicuramente come gruppo organizzativo, ma anche noi come soci. Donc, juste pour rappeler que les organisateurs, c'est l'Unima Italie, c'est Tema Unima France et c'est l'Unima Fédération Espagne. Donc, c'est nous, les organisateurs, nous avec nos membres. Alessandra dice que claramente los organizadores somos nosotros, los tres centros, Unima Italia, Tema Unima Francia y Unima Federación España, por tanto corresponde a nosotros dar continuidad a este proyecto. E quindi quello che è anche importante far sapere a tutti è che c'è stato un formulario che noi abbiamo mandato sia Unima Italia che Unima Spagna e che il gruppo costruttori e costruttrici che è attualmente tuttora attivo in Francia continua a riunirsi. Noi come Unima Italia non abbiamo ancora un gruppo costruttori e costruttrici, nemmeno in Spagna, e quindi questo sarebbe il primo obiettivo, è creare intorno a questo tema un gruppo di persone che sono più motivate a incontrarsi e a portare avanti questo dialogo, definendo in modo anche autonomo e condiviso con i tre centri le modalità. Donc, il faut savoir que nous avons envoyé l'Unima Italie et l'Unima Fédération Espagne des formulaires à nos membres pour faire une première récolte d'intérêt autour de ce sujet et on a reçu beaucoup de réponses. Et que maintenant, en France, il y a le groupe constructeurs et constructrices qui est toujours actif et qui se rencontrent et qui continuent leur débat et leur recherche. Donc, le premier objectif maintenant, c'est d'arriver à créer un groupe constructeurs et constructrices dans l'Unima Italie, un groupe constructeurs et constructrices dans l'Unima Espagne, et essayer de fédérer ces trois groupes, de travailler de manière autonome, mais en même temps en dialogue avec les deux autres réalités de l'Unima.
Muy bien. Dice Alessandra que Unima Italia y Unima Federación España enviamos un cuestionario, un formulario a todos nuestros socios para pedirles si estarían interesados en entrar en este debate, en este grupo de trabajo. En España respondieron 77 personas, de las cuales 42 se mostraron efectivamente interesadas en involucrarse activamente en este posible grupo de constructores y constructoras para hablar sobre ecosostenibilidad en el teatro de títeres. Y lo que corresponde ahora es que, así como en tema Unima Francia ya existe de hace años este grupo de trabajo, pues que en Italia y también en España se forme un grupo similar, que trabajen de forma autónoma, pero que puedan federarse, puedan eh, eh, conjuntar esfuerzos en momentos determinados para obtener objetivos comunes. Aggiungo dunque, Carles ha specificato che sono stati 77, di cui 42 veramente effettivi, quelli che hanno risposto al formulario in Spagna, e in Italia sono 30 persone che hanno risposto in modo, membri che hanno risposto in modo, quindi c'è un grande interesse. Il y a une question, c'è una domanda, se tu riesci nella chat a tradurla per Noemi. Allora, come si pongono queste pratiche formazione con gli scarti di produzione delle marionnettes? Si può tornare della stratégie comme matériel explorer. Donc la question c'est sur les déchets, les chutes des matériaux. Comment ce genre de pratique de formation sont en relation avec les chutes de production des marionnettes? Est-ce qu'on les jette ou est-ce qu'on les met dans des possibles stratégies de matériaux à explorer? Je ne pourrais pas vraiment très bien traduit. Du coup, je me demande s'il s'agit de chutes de matériaux ou de marionnettes pas finies. Non, les chutes, vraiment les chutes de matériaux. Sí, je peux traduire la question. La pregunta decía, ¿cómo se ponen en práctica de formación con descartes de producción de marionetas? ¿Se tiran o se dan estrategias como materiales para explorar? Avant, allez. C'est pour ça que je disais que les marionnettistes ont déjà des pratiques écologiques quand même assez fortes, dans le sens qu'ils sont déjà très sensibles au réemploi des matériaux. Que... Alors, c'est autant une pratique écologique qu'économique, mais le fait de réutiliser les choses qu'on laisse à l'atelier, comme disait Émilie Valentin, de tout garder, est quand même une pratique que l'on retrouve dans beaucoup d'ateliers de marionnettistes. Je ne saurais pas dire, euh, justement parce qu'il y a peu de formations à la construction en France et que dans les formations, je ne suis pas sûre qu'on pousse beaucoup au réemploi, sauf quand ce sont vraiment des artistes qui accueillent dans leur propre atelier, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, de certaines compagnies qui ont proposé un temps, des temps de formation dans lequel probablement l'usage du fonds d'atelier était préconisé. Mais ce n'est pas étudié de manière extrêmement précise, mais je pense que si ce n'est pas un atelier de compagnie et un atelier d'artiste, que c'est un lieu de formation, cette idée-là du réemploi n'est pas tout à fait mise en avant, comme ça l'est déjà par les compagnies. Ok.
Allora, quello che diceva Noemi anche prima, durante la sua presentazione, è che i marionettisti hanno già un po' nel loro DNA l'idea dell'uso, del riciclo, del riutilizzo e delle pratiche, e quindi hanno già una pratica ecologica in se stessi. Hanno un senso del recupero molto presente, sia per aspetti economici che pratici. E così, come Émilie Valentin diceva prima, il recupero non è una pratica comune nel mondo della marionetta. Però in Francia, parlando della Francia, non ci sono molte formazioni specifiche sulla costruzione e quindi è difficile riuscire a fare un'analisi rispetto alle formazioni. Ma se si va all'interno degli atelier degli artisti a fare una formazione presso a bottega, diciamo, lì già si vede che c'è una maggiore attenzione rispetto a questo uso e è più facile trovare questo approccio. Sí, voy a intentar traducir el discurso. Dice que, como decía Noemí antes, ah, es bastante implícito el reuso de materiales, el reciclaje de materiales en el trabajo de los marionetistas habitualmente. Todo el mundo tiene en su taller materiales que han sobrado de montajes anteriores o de pruebas y no se tiran, se guardan, como ha dicho ella antes, para reutilizar en siguientes producciones. Esta es una práctica habitual dentro del sector de los títeres. Dice también que en Francia no se dan muchos cursos de construcción y por tanto es difícil tener práctica en este sentido, que es mucho más habitual y fácil encontrarlo en las visitas en los talleres de los artistas, la práctica de la reutilización de materiales. Merci. E qui c'è una domanda che traduco in italiano. Avete già sperimentato il riuso delle marionette con delle modifiche specifiche in vista di una nuova creazione? Una pregunta es, ¿habéis ya experimentado en el reuso de marionetas con modificaciones realizadas en vista a una nueva creación? Allez, Nemi, si tu veux. Alors, si la question s'adresse à moi personnellement, non, mais je, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a euh, que, en tout cas, au sein de de la chaire ICIMA, on s'est vraiment attelé à questionner des endroits où la marionnette est toujours faite pour un spectacle et ne pourra jouer que pour celui-ci. On n'est pas allé vers des compagnies peut-être plus traditionnelles qui vont avoir le même type de marionnette d'un spectacle à l'autre. Donc je suis un peu embêtée pour répondre parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment observé ce champ-là au sein de la chaire, ce qui est très dommage. Ça faisait partie des projets, mais voilà, nous sommes restés à l'étude avec des compagnies qui créent les marionnettes, qui créent les marionnettes pour un spectacle exclusivement. Mais bien Dunque, sûr que c'est une question qui se pose. Dunque, se la domanda viene rivolta a me, la risposta è no. E sono un po' in difficoltà a rispondere in generale perché la cattedra ISIMA in realtà ha osservato quasi esclusivamente la costruzione di marionette specifiche per delle produzioni nuove. Forse se si andasse a vedere all'interno delle pratiche più tradizionali, di compagnie più tradizionali, forse si ritroverebbe maggiormente quest'uso del riutilizzo di una marionetta anche in altri spettacoli. Ma con la cattedra ISIMA non siamo riusciti veramente ad affrontare questo problema, resta una questione che si pone, ma purtroppo non c'è stato il tempo di affrontarla.
Noemí responde a la pregunta que, por lo que a ella respecta, la respuesta es no. No ha investigado sobre este reuso de muñecos para utilizarlos de un espectáculo a otro. Se refiere sobre todo a que esa posibilidad está en las compañías antiguas. Antiguamente se hacía mucho de reutilizar un muñeco para otro espectáculo reconvirtiéndolo. Actualmente no tanto. Que con la desaparición de la cátedra de ICIMA, la investigación en este sentido no puede continuar, por tanto, no puede ofrecer una respuesta competente al respecto. E nella chat continuano i ringraziamenti a Noemi, ringraziamenti all'UNIMA e ci sono molte persone che stanno testimoniando un vivo interesse di rimanere in contatto. Donc il y a dans le chat, il y a beaucoup de remerciements à Noémie. Merci vraiment Noémie et puis à l'UNIMA et puis beaucoup de gens qui sont en train d'exprimer leur intérêt à garder le contact et à continuer sur ces échanges. No, decía que han aparecido en el chat muchas felicitaciones, muchos, ¿cómo se dice en castellano? Agradecimientos por la labor hecha por los diferentes miembros de este grupo que hemos colaborado cada uno en su faceta. Y nada, yo solo puedo añadir que esperemos que el impulso que hemos dado con con esta primera intervención, con este primer encuentro con Noémie Géron, pueda tener luego continuidad efectiva y no quede ahí muerto de risa. Forse possiamo salutarci. Sí, salutiamoci. Nos saludamos a todos, sí. Gracias, gracias a todos y a todas por estar aquí, por seguirnos. Sì, vi salutiamo, vi ringraziamo, stiamo prendendo, registriamo la chat, quindi tutto quello che ci direte sono suggerimenti che terremo. Grazie a Noémie, veramente di questa bella condivisione. Merci beaucoup. Sí. Merci à tous pour votre attention et votre présence. Me permito añadir que si alguien de UNIMA Federación España quiere aún hacer algún comentario, lo que sea, como me escriba a mí directamente o a través del correo de UNIMA España y atenderemos con gusto lo que haga falta. Adiós, hasta la próxima. Sì, sicuramente per quelli di Unimitalia un appuntamento sarà sicuramente durante la giornata mondiale della marionetta a Reggio Emilia, dove ci sarà un incontro su questo tema, però prima ci si sentirà sempre nell'idea di costituire questo gruppo costruttori e costruttrici. Vuoi fare la traduzione? Alessandra? Alors, oui, c'est pour surtout pour les membres italiens, nous allons avoir l'occasion de nous retrouver pendant la Journée mondiale de la marionnette. On va organiser pendant les 3 jours de rencontres un moment dédié à cette thématique-là spécifique. Et de toute manière, donc avant le mois de mars, de toute manière, nous allons vraiment mettre en place une modalité possible pour constituer ce groupe de constructeurs-constructrices trilingues. Et on parlera tous après les 3 langues ensemble. Ah, ouais. Carles, si tú vuoi dire. Sí, nada, estaban saludando y para los miembros de Unima Italia estaban explicando que habrá un próximo encuentro en Reggio Emilia, pero que antes tienen que trabajar en este tema para seguir ahondando en él. Y nada, por mi parte, gracias a todos y a todas, lo he dicho ya varias veces, pero no me cansaré de repetirlo, sobre todo a los que lanzaron la idea y a todos los que llevamos trabajando intensamente en ello. Hacer un llamamiento a Unima Federación España para que tenga presente la importancia del trabajo que estamos llevando y nos den el apoyo económico necesario
para poder seguir con ello en condiciones. Muchas gracias. Ciao. Ciao a tutti. Grazie, a presto. Chao, Ciao. hasta la próxima. Chao. Au revoir, merci.